Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez tous? Très bien. Bon, alors n'hésitez pas à crier si jamais ma voix faiblit pour que je puisse un peu hausser le ton. Alors, donc, merci d'être venu m'écouter parler très rapidement de mon dernier livre, donc, qui s'appelle Le siècle des chutes, qui évoque les abdications et les déchéances de souverains en France au XIXe siècle, en essayant de les replacer dans une perspective plutôt de long terme, l'histoire des renonciations de souverains étant absolument immémoriale et ponctuée par des scènes légendaires, historique. Alors pour correspondre au thème des rendez-vous de l'histoire de cette année, j'ai choisi d'orienter ma conférence vers les départs en exil qui dans notre histoire contemporaine sont profondément liés à la mer, qui dans l'art symbolise évidemment l'évasion, les regrets, mais qui est aussi de manière très concrète un moyen de fuir un danger. Et en réalité, presque toutes les abdications, du moins avant l'invention de l'avion, ont quelque chose à voir avec le monde maritime, beaucoup de souverains déchus n'ayant qu'une seule hâte en réalité, c'est de mettre une grande étendue d'eau entre eux et leurs anciens sujets. Alors pour commencer à introduire cette conférence, je vais faire un petit retour en arrière, le temps d'évoquer en passant quelques-unes des plus célèbres abdications qui fondent tout un imaginaire autour des déchéances. Alors la première que l'on peut citer, c'est celle de l'empereur Dioclétien, qui abandonna volontairement le pouvoir au bout d'une vingtaine d'années de règne stable le 1er mai 305 et qui se retira dans le palais qu'il avait fait construire à Split, aujourd'hui en Croatie. Alors il y aurait beaucoup d'abdications ensuite médiévales à évoquer, les empereurs byzantins, les rois d'Angleterre, d'Écosse, la renonciation du pape Célestin V en 1294, mais la plus célèbre eut lieu le 25 octobre 1555 à Bruxelles, quand Charles Quint renonce d'abord à la souveraineté sur les Pays-Bas, qu'il transmet à son fils Philippe, à qui il remet également la couronne d'Espagne le 16 janvier 1556, avant de se retirer dans le monastère de Yuste, un monastère assez austère où il a une fin de vie pleine de dévotion. Au XVIIe siècle, l'abdication la plus remarquable et la plus célèbre est celle de Christine de Suède, née en 1626, montée sur le trône en 1632, couronnée seulement en 1650, et après avoir passé les premières années de son règne à ramener l'ordre dans son royaume, notamment en signant la paix de Westphalie en 1648, elle songe à quitter le trône pour s'adonner à ses passe-temps favoris, la lecture, la philosophie, le mécénat, et sa renonciation prend effet le 6 juin 1654. Autre cas d'abdication célèbre en Angleterre avec le roi Jacques II d'Angleterre, donc qui est converti au catholicisme, qui nourrit des prétentions absolutistes qui sont absolument honnies de l'autre côté de la Manche, qui règne pendant 3 ans sur des sujets plutôt divisés, des sujets qui finissent par appeler au trône un prince protestant qui est le Guillaume d'Orange. Et Jacques II est contraint de traverser la Manche, de se réfugier en France où Louis XIV lui accorde l'asile. Et finalement, le 28 janvier 1689, la Chambre des communes finit par considérer que la fuite du roi équivaut à une abdication tacite. Donc c'est un roi qui n'abdique pas, mais c'est un roi qui est abdiqué. C'est une nuance qui aura son importance tout à l'heure. Et c'est une fiction juridique qui permet de déclarer le trône vacant et d'appeler ensuite le roi Guillaume d'Orange au trône d'Angleterre. Alors ensuite, au XVIIIe siècle, vous avez quelques abdications assez intéressantes à citer. Celle de Philippe V, par exemple, petit-fils du grand Louis XIV, qui renonce à la couronne d'Espagne en 1724 en faveur de son fils Louis Ier, qui est un jeune homme fragile qui règne pendant 7 mois, puis qui meurt. Et son père remonte ensuite sur le trône après s'être simplement mis en retrait pendant 7 mois de la scène politique. On peut évoquer également Stanislas Lesinski, chassé du trône de Pologne en 1709, rétabli avec l'aide de son beau-fils Louis XV en 1733, et qui abdique formellement le trône de Pologne en 1736, et qui en échange reçoit, plutôt en compensation, reçoit le duché de Lorraine. Et enfin, le dernier roi de Pologne, Stanislas II Auguste, qui dépose la couronne en 1795, 3 ans avant sa mort, après avoir vu son royaume dépecé au profit de la Prusse, de la Russie et de l'Autriche. Alors, au fil des siècles, donc, vous voyez qu'il y a eu des abdications, je passe très rapidement bien sûr, mais des abdications volontaires, des abdications forcées, dictées par des circonstances politiques ou militaires, parfois imposées par des pouvoirs extérieurs, parfois spontanées, parfois mûrement réfléchies, parfois simplement pour des motifs égoïstes. Certaines sont définitives, d'autres sont momentanées, et toutes ne sont pas vécues en définitive de la même façon,
puisque certains monarques acceptent très mal leur déchéance et aussi leur départ en exil et choisissent ensuite de conspirer, de se battre pour tenter de retrouver leur trône. D'autres, au contraire, accueillent avec joie leur abdication, qui est une forme de mise à la retraite, ou on pourrait peut-être dire de délivrance. Alors ça, ce sont les cas un petit peu généraux, ou du moins les cas les plus célèbres. Alors il y a une exception dans cette histoire des abdications, dans les monarchies européennes. L'exception, c'est la France, puisqu'en France, la couronne est de droit divin, donc elle est réputée, comme on dit, indisponible. Le roi ne peut pas abdiquer, il ne peut pas contraindre un de ses descendants à renoncer au trône, il ne peut pas modifier l'ordre de succession, la couronne ne lui appartient pas vraiment. On l'avait vu au Moyen-Âge quand Charles VII a fini par s'imposer, par monter sur le trône en chassant le roi usurpateur Henri V d'Angleterre. On le voit également à la Renaissance, c'est ce que vous avez à l'écran, après la bataille de Pavie et la capture de François Ier. François Ier, captif à Madrid, captif de Charles Quint, songe à abdiquer, mais il y renonce parce qu'il est conscient que les institutions du royaume, notamment le Parlement de Paris, refuseraient de considérer cette abdication comme valide. Même sous Henri III, à l'époque des guerres de religion, quand Henri III est assassiné par le moine Jacques Clément, ses adversaires n'envisagent pas un seul instant de le déposer ou de le contraindre à abdiquer. C'est impossible. Le seul moyen de se défaire d'un tyran, ce n'est pas de le contraindre à abdiquer, c'est de le tuer. Et finalement, au XVIIe siècle, comme au XVIIIe siècle, les Bourbons apprennent encore, on le voit dans les leçons par exemple de Fénelon, on le voit que les Bourbons apprennent qu'il leur est impossible de renoncer au trône. La monarchie française est à part des autres. Alors, cependant, évidemment, la Révolution balaye l'Ancien Régime et fait voler en éclats le mythe de la supériorité de la lignée de Saint-Louis sur les autres dynasties. Et la rumeur d'une abdication de Louis XVI commence en réalité à circuler avant même 1789. Puisqu'il y a l'idée qui flotte de remplacer le roi que l'on juge complètement incompétent par son fils, éventuellement un fils que l'on pourrait instrumentaliser en écartant une possible régence de Marie-Antoinette au profit d'une régence du duc d'Orléans. C'est une idée qui gagne de nombreux nobles acquis à une révolution modérée, qui garantirait l'égalité civile dans le cadre d'une monarchie parlementaire, un peu comme ce qui existe en Angleterre. Donc c'est ce qui flotte un petit peu dans les esprits avant et au début de la Révolution, mais après la fuite ratée de Louis XVI et l'épisode assez lamentable de sa capture à Varennes en juin 1791, l'idée se pose à nouveau. On ramène le roi à Paris, on le consigne aux Tuileries pendant plusieurs semaines, et on se demande si pour le roi, le fait de fuir sa capitale n'équivaudrait pas à une abdication. Cependant, vous connaissez l'histoire, vous avez lu Mona Ozouf, je pense, les députés choisissent de maintenir Louis XVI sur son trône, ils lui forcent un petit peu la main pour accepter la Constitution et pour mettre en place une monarchie constitutionnelle parce que, justement, ils travaillent depuis 2 ans à la rédaction de leur Constitution, ils n'ont pas envie de la jeter aux orties, simplement parce que le roi a eu un petit caprice. Donc finalement, cette monarchie constitutionnelle entre en vigueur, Louis XVI est roi des Français, il va le rester pas très longtemps, jusqu'au 10 août 1792, qui est la date de la chute de la monarchie, et quelques jours plus tard, la famille royale est incarcérée au Temple, et fin septembre, la Convention nouvellement élue débat de l'éventualité de juger Louis XVI, et beaucoup de députés de conventionnels au moment des débats autour du jugement de Louis XVI vont répéter que selon eux, Louis XVI a trahi la nation au moment où il s'est mis à correspondre avec l'étranger en encourageant le déclenchement de la guerre entre la France révolutionnaire et l'Europe des rois, et qu'en réalité, sa trahison équivaut à une forme d'abdication tacite qui lui a fait perdre son inviolabilité de chef d'État et qu'il peut donc être poursuivi comme n'importe quel justiciable. Et pour beaucoup de conventionnels qui vont devenir des conventionnels régicides, qui vont voter la mort de Louis XVI, en réalité, Louis XVI a abdiqué depuis déjà longtemps en trahissant, ce qui explique qu'ils ont eu encore moins de remords à l'envoyer à la guillotine le 21 janvier 1793. Alors au moment où Louis XVI est guillotiné, la France est en guerre contre à peu près toute l'Europe et elle tente moins à cette époque et dans les années qui suivent de contraindre les monarques étrangers à l'abdication que plutôt simplement les chasser de leur trône pour proclamer à la place des républiques sœurs. Ce sera le cas en Piémont, en Toscane, à Parme, à Rome, à Naples par exemple, et il y a un certain Bonaparte qui va prendre le pouvoir en France fin 1799, que vous connaissez bien sûr, qui va renverser le directoire et qui va s'imposer dans les années qui suivent comme le grand spécialiste des abdications forcées.
Alors, Bonaparte est un grand lecteur, un grand spécialiste des écrits historiques de Rollin, de Gibbon. Donc, il a beaucoup lu également d'ouvrages sur l'histoire antique, les conséquences de l'abdication de Dioclétien. Il a lu les tragédies de Shakespeare, de Racine, de Corneille, qui lui montrent aussi des miroirs, qui lui font miroiter, des figures de monarques antiques ou éventuellement médiévaux qui renoncent à la couronne plutôt par grandeur d'âme. Il voit aussi des individus auxquels vraiment un destin tragique auquel la couronne est arrachée. Donc, grand lecteur d'histoire, grand lecteur de tragédie, il sait ce que c'est qu'une abdication, il sait quelle est la symbolique d'une abdication. Et son premier méfait de ce côté-là, si je puis dire, c'est le 12 mai 1797, au moment où les troupes françaises envahissent la République de Venise et où il force le dernier doge de Venise, Lodovico Manin, à abdiquer. Donc, à ce moment-là, c'est la première abdication. La République de Venise disparaît. À ce moment-là, Bonaparte s'en sert comme monnaie d'échange avec l'Autriche pour le traité de Campo Formio. Autre exemple, le 4 juin 1802, Bonaparte, alors qu'il est premier consul, apprend l'abdication du roi de Piémont-Sardaigne, Charles-Emmanuel IV, qui est dépossédé de son royaume depuis quelques années, qui est retranché en Sardaigne sous la protection de la Royal Navy et qui préfère, plutôt que de continuer à être roi vivant sur une moitié de royaume sous la coupe d'une puissance étrangère, il préfère se retirer à Rome et se faire simple moine. Et d'ailleurs, il mourra simple moine quelques années plus tard. Alors, autre exemple d'abdication donc, et dans les années qui suivent, finalement, Napoléon commence à s'ingérer, avoir un peu d'influence dans les affaires d'Allemagne, donc du Saint-Empire romain germanique, et l'ingérence française entraîne en 1803 et en 1806 ce qu'on appelle la médiatisation d'environ 300 micro-principautés allemandes. Qu'est-ce que c'est que la médiatisation? Concrètement, ce sont des souverains de très petits États allemands qui acceptent de perdre leur statut de chef d'État, ils perdent leur indépendance, ce qui équivaut à une abdication de fait, en échange d'une compensation financière. Donc finalement, quand Napoléon monte sur le trône, il a vu des médiatisations, il a vu des abdications assez volontaires, assez libres, il a lui-même contraint des souverains à abdiquer, et lui-même finit par esquisser une typologie très convaincante des abdications que l'on retrouve publiée dans le journal de l'Empire en mai 1808. Donc le journal de l'Empire est un journal qui est contrôlé par le gouvernement. Et c'est un article que l'on peut, vu le style et vu le contexte, attribuer à Napoléon lui-même. Donc c'est un article qui est publié au moment de la renonciation au trône du roi Charles IV d'Espagne, qui est un événement assez inattendu, qui surprend l'opinion publique en France et en Europe. Et dans cet article, le rédacteur, donc le journaliste qui est Napoléon, distingue différents types d'abdications. Déjà les faits curieux. Les faits curieux, ce sont les abdications de souverains un peu lunatiques qui sont inaptes à régner. Donc dans cette catégorie, il range Christine de Suède, qui trouve, apparemment selon l'article, un rôle romanesque à sa mesure, en jouant les reines retraitées à Rome au milieu d'artistes et de philosophes. Il y a l'abdication de Charles Quint, qui est au contraire, je cite là aussi, un des traits les plus remarquables d'un siècle qui fut fécond en grands événements, tandis enfin que l'abdication de Philippe V d'Espagne au siècle précédent est présentée comme, je cite, une régence conférée dans les formes hasardées d'une abdication apparente. Donc conséquence de la lassitude d'un grand roi qui est épuisé par des années de guerre et qui se met momentanément en retrait. Donc quand on lit ce texte, on comprend que Napoléon n'envisage l'abdication que pour des très grands souverains qui sont incapables de régner pour des raisons de santé. Toutes les autres abdications sont infamantes et sont le châtiment reçu par des souverains qui sont indignes de régner. Alors, on retrouve là le mépris assez classique de Napoléon pour les Bourbons, et notamment pour les Bourbons d'Espagne, qu'il considère comme dégénérés. Et l'on sait d'ailleurs, vous avez les Bourbons d'Espagne ici à l'écran, et on sait d'ailleurs qu'au même moment, au moment où est publié cet article du journal de l'Empire, il y a cette célèbre entrevue de Bayonne, où a lieu une scène mémorable, où Napoléon contraint Charles IV d'Espagne et son héritier Ferdinand, qui était en passant l'usurpateur du trône d'Espagne, donc qui était Ferdinand VII. Donc il contraint simultanément Charles IV et Ferdinand VII à abdiquer avant de les placer en résidence surveillée en France et de confier le trône d'Espagne à son frère Joseph Bonaparte, ce qui va entraîner une guerre civile qui va ensanglanter l'Espagne jusqu'à la fin de l'Empire. Donc c'est un exemple d'abdication forcée vraiment de la main de Napoléon. Alors Napoléon a d'autres projets d'abdication au fil des ans, à l'encontre du roi de Prusse, de l'empereur d'Autriche, du pape Pie VII également, mais en général il est trop occupé à conquérir et à soumettre les pays pour se soucier de les réorganiser trop en profondeur
et pour prendre le risque de forcer à abdiquer un ennemi vaincu. Et enfin, en 1812, vient la catastrophique campagne de Russie, qui marque le début de la fin pour Napoléon, la désastreuse campagne de Saxe de 1813 et enfin la campagne de France de 1814. Et vous le savez, Napoléon se bat assez vaillamment durant plusieurs mois, mais il ne peut que gagner du temps. Paris est prise le 31 mars 1814. Napoléon se réfugie avec sa garde au château de Fontainebleau. Au matin du 4 avril a lieu une entrevue assez houleuse entre Napoléon et ses maréchaux, Ney, Lefebvre, Moncey, Oudinot, Macdonald, Berthier, qui s'opposent à l'empereur, qui parle à ce moment d'attaquer la capitale. Alors, voilà, la conséquence, ça va être l'abdication de Napoléon. Napoléon va rédiger en réalité 3 versions de son abdication que j'ai étudiées dans mon livre, et il reste un brouillon d'une des versions de l'abdication à l'état de manuscrit. Il va refuser de signer son abdication immédiatement. Il envoie d'abord des émissaires à Paris négocier avec le tsar Alexandre, donc dans Paris occupé. Et dès le départ, les ennemis de Napoléon exigent de lui une abdication inconditionnelle, donc qui englobe l'empereur lui-même, mais également le reste de la dynastie impériale. Donc tous les Bonaparte sont désormais déchus du trône, et pas seulement Napoléon, donc cela exclut un possible règne du roi de Rome, donc de Napoléon II. Et en échange de ça, Napoléon obtient une retraite honorable en Italie, qui va être l'île d'Elbe. Et finalement, Napoléon comprend qu'il est acculé, que ses officiers ne lui obéissent plus vraiment. Il se décide à accepter d'abdiquer pour de bon le 6 avril. Et sur ces entrefaites, le Sénat rappelle Louis XVIII au pouvoir. Et l'abdication est entérinée par un traité international que Napoléon signe le matin du 13 avril, non sans avoir tenté de se suicider dans la nuit précédente, pour la forme, on va dire, presque pour faire le malin. C'est ce que dit du moins son médecin, qu'il a fait semblant. Alors, le 20 avril 1814, Napoléon part pour l'île d'Elbe, où ses vainqueurs l'envoient, et c'est une première abdication qui se termine par un embarquement à Fréjus et une traversée vers l'île d'Elbe qui dure du 27 avril au 3 mai 1814 à bord d'une frégate prêtée par les Anglais, qui est l'Undaunted. Et Napoléon, on le sait, n'a jamais été un grand marin. Il est sujet au mal de mer. Il supporte assez mal l'ennui des traversées. Heureusement, ici, ça ne dure pas très longtemps, et la traversée se termine par un accueil triomphal par les habitants de Portoferraio, la capitale de l'île d'Elbe. Et vous le savez, Napoléon va rester 10 mois à l'île d'Elbe avant de s'enfuir. Il va ensuite reconquérir son trône sans tirer un seul coup de fusil, en exploitant le mécontentement des Français au bout d'une année de restauration. Et c'est une sorte d'abdication à rebours qui commence par une traversée retour vers la France, et ensuite une remontée fulgurante vers les Tuileries, vers Paris, qui se termine le 20 mars 1815, où Napoléon est accueilli triomphalement par les Parisiens dans son palais. Et une fois de retour, un des premiers actes de Napoléon est de faire annuler son abdication par le Conseil d'État. Mais sans doute que Napoléon, à ce moment, se doute peut-être déjà que sa tentative de retour au pouvoir est voué à l'échec. Et effectivement, sans vous refaire l'histoire des 100 jours, le 18 juin 1815, il est battu à Waterloo. Alors, Waterloo, de retour à l'Élysée le 21 juin 1815, après avoir laissé ses troupes en déconfiture derrière lui, Napoléon se retrouve confronté à une fronde parlementaire qui est menée par Fouché. Il se retire dans ce salon de l'Élysée qui est très célèbre, que l'on peut voir pendant les journées du patrimoine, le salon d'argent. Et là, il se résigne à abdiquer le 22 juin et il cède la place à un gouvernement provisoire dirigé par Fouché. Le 25, il se réfugie au château de Malmaison. Joséphine est morte l'année précédente, mais le château est toujours là. Et le 29, il prend la route de Rochefort en espérant s'embarquer pour les États-Unis. Alors, Napoléon roule vers Rochefort. Il se rend compte à Rochefort, où il y a 2 navires qui sont prêts à l'emmener, que la rade du port est bloquée par la Royal Navy. Alors il essaye de se réfugier à l'île d'Aix. Et finalement, il se résigne à se rendre aux Anglais. Et le 15 juillet 1815, il monte à bord du Bellérophon, dont le commandant, le capitaine Maitland, promet de l'emmener en Angleterre, sans s'engager toutefois à le laisser débarquer. Là, Napoléon tombe dans le piège. Il compte sur la magnanimité de son ennemi, donc du prince régent, et il tombe des nues en arrivant en rade de Torbay quelques jours plus tard, où Napoléon est informé à ce moment-là de son envoi à Sainte-Hélène. Alors il est
transférés à bord du Northumberland, un navire un peu plus gros, et la traversée va durer du 7 août au 15 octobre 1815. Donc c'est un très long voyage, encore une abdication qui est liée à un voyage en mer. Et durant ce long voyage en mer, Napoléon commence à raconter sa vie à ses compagnons d'exil. Et c'est un épisode maritime qui a donné lieu à une très abondante iconographie. Je vous ai mis une peinture un peu pompier, mais assez belle en exemple. Une iconographie qui est d'autant plus intéressante que, en général, la légende napoléonienne est plutôt une affaire de terriens. Donc avoir Napoléon sur un navire, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans l'iconographie impériale. Alors, bon, Napoléon est en exil à Sainte-Hélène, et jusqu'à sa mort en 1821, il a largement le temps de ruminer sa défaite. Il revient assez peu sur ces deux abdications, il parle beaucoup de Waterloo, sans cesse, il parle de la campagne de Russie, mais ces abdications, il n'en parle que pour les considérer comme nulles et non avenues. Il considère qu'on les lui a arrachées de force et qu'elles ne sont pas valides. Et petit détail, alors ici vous avez l'abdication de 1815 qui est conservée aux Archives nationales. Petit détail, à la fin de sa vie, Lucien Bonaparte, donc le frère cadet de Napoléon, qui est assez brillant lui aussi, se livre à une réflexion autour de l'abdication de son frère, et finalement il considère que la première abdication de Napoléon de 1814, qui frappe toute la dynastie Bonaparte d'illégitimité, n'est pas valide. En revanche, Lucien Bonaparte reconnaît la validité de l'abdication de 1815 parce que c'est une abdication conditionnelle qui se terminait par la proclamation de Napoléon II comme empereur des Français. Donc Napoléon a appelé son fils à lui succéder, et par conséquent, cette abdication qui est signée après Waterloo, théoriquement, permet à la famille Bonaparte d'avoir à nouveau un avenir dynastique. Alors ça ne veut rien dire dans les années 1820, au moment où Louis XVIII est solidement assis sur le trône de France, mais cela change en 1830, au moment de la chute de la branche aînée des Bourbons. Alors donc Louis XVIII est revenu en 1814, il a été chassé brièvement en 1815, il est revenu après Waterloo, et le 16 septembre 1824, Louis XVIII va mourir après 10 années de règne très paisible, assuré grâce à la fameuse charte constitutionnelle qui a permis d'établir une monarchie, comme on dit, à l'anglaise, avec une chambre des députés, une chambre des pairs. Louis XVIII laisse la place à son frère cadet, Charles X, qui est nettement plus réactionnaire que lui. Je brosse à très grands traits, je m'excuse s'il y a des historiens de la Restauration parmi vous. On parle à l'époque des ultras pour désigner les royalistes qui refusent la révolution, l'égalité civique, l'abolition des privilèges, qui rêvent finalement de ramener insensiblement la France vers la société d'Ancien Régime. Et sitôt sur le trône, Charles X accumule les erreurs politiques, puisque plusieurs lois rappelant l'Ancien Régime, qui restreignent la liberté de la presse, qui dédommagent les nobles ruinés par la Révolution, vont très vite ternir son image publique. En 1829, Charles X appelle au ministère le prince de Polignac, qui est un ultra très impopulaire, et beaucoup de dignitaires à ce moment sont inquiets, et leurs sombres pressentiments se retrouvent un peu sous leur plume, puisque l'on retrouve dans les textes rédigés à cette époque beaucoup de comparaisons avec la glorieuse révolution anglaise de 1688. On retrouve par exemple cela dans les mémoires de Talleyrand, qui sont écrits en juin 1830 pour ce chapitre, et l'on craint que une nouvelle révolution ne vienne balayer la dynastie aînée des Bourbons, qui pourrait être remplacée par la branche cadette, c'est-à-dire la branche représentée par Louis-Philippe d'Orléans, qui est un lointain cousin de Charles X, mais qui a beaucoup de partisans parmi les libéraux. Donc il y a ce risque de voir le changement de dynastie, ce qui inquiète les partisans des Bourbons, bien entendu, mais il y a également le risque de voir le pays sombrer dans la guerre civile en cas de changement de dynastie ou d'usurpation du trône. Alors, le 25 juillet 1830, Charles X va signer 6 ordonnances qui confisquent le pouvoir à son profit. C'est une forme de coup d'État légal qui va déclencher ce qu'on appelle la Révolution de juillet. Charles X est installé à Saint-Cloud. Il envoie des troupes à Paris qui se soulèvent, et il reste plusieurs jours sans comprendre que les Parisiens mènent une sorte de lutte à mort contre son propre régime. Le 29 juillet, les Tuileries sont prises par la foule, sont mises au pillage, et vraiment la cour ne se rend vraiment compte de rien. Le roi joue au whist comme tous les jours, le roi est vraiment dans l'insouciance, il veut aller chasser, il refuse d'admettre que la situation est très grave, et ça n'est qu'à
à l'annonce du pillage des Tuileries que Charles X se reprend un petit peu, mais il est déjà trop tard, puisque un gouvernement provisoire vient de se former à l'Hôtel de Ville et qu'une bonne partie des députés libéraux ne reconnaissent plus l'autorité du roi. Alors les courtisans les plus proches de Charles X se mettent à ce moment de lui parler d'abdication, ce qui semble inenvisageable, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, Charles X a appris, comme tous les Bourbons, depuis son plus jeune âge, que les rois de France ne peuvent pas abdiquer et que, comme roi de France, il ne peut pas disposer librement de la couronne, il ne peut pas y renoncer. Et pourtant, dans la nuit du 30 au 31 juillet, il doit fuir Saint-Cloud en catastrophe juste avant l'invasion du château par les Parisiens. Alors il se réfugie à Versailles, quand même il se dit à Versailles il sera en sécurité, mais même à Versailles les habitants lui sont hostiles et il se réfugie finalement au château de Rambouillet, toujours plus loin de la capitale. Et de Rambouillet, toutes les tentatives de renouer le dialogue avec la capitale échouent et le roi se refuse à faire couler le sang en envoyant, il a quand même encore 8000 soldats à peu près qui lui restent de la garde royale, il refuse de les envoyer au combat et de faire couler le sang des civils, et finalement, Charles X et son fils, le dauphin, donc qu'on appelle le duc d'Angoulême, vont tous les deux abdiquer en même temps, le 2 août 1830, dans la salle à manger du rez-de-chaussée du château, qui se visite d'ailleurs. Il y a un facsimilé de l'abdication, et Charles X, on le sait, tenait en très piètre estime son dauphin, et on connaît le dialogue qu'ils ont eu à ce moment-là, au moment de signer leur renonciation, où le dauphin a dit à son père « Laissez-moi régner au moins 2 heures », et Charles X qui lui a répondu « Surtout pas vous ». Alors, donc les deux renoncent au trône en faveur du duc de Bordeaux, qui est le petit-fils du roi, qui a seulement 9 ans à l'époque et qui devient le roi Henri V. Donc c'est vraiment une entorse à la tradition monarchique, mais là Charles X n'a pas le choix. Et pour gouverner au nom de son petit-fils, eh bien Charles X désigne son cousin, le duc d'Orléans, qui doit s'arranger pour mettre en place un régime, un ministère libéral qui serait conforme aux vœux des Français. Alors en réalité, le cousin du roi n'a aucune envie de jouer le rôle de régent. La régence dans la famille, ils ont déjà eu ça un siècle plus tôt. Et le 3 août 1830, Louis-Philippe ouvre une session extraordinaire des 2 chambres, les députés et les pairs, qui vont débattre cette fois-ci vraiment d'un changement de dynastie. Et même les royalistes les plus fervents, comme Chateaubriand par exemple, comprennent qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que l'avènement des Orléans au trône est inévitable. Alors au même moment, tout se goupille très bien pour Louis-Philippe. Au même moment, Charles X doit précipitamment prendre la fuite puisqu'une foule de plusieurs milliers de Parisiens prend la route de Rambouillet pour le chasser et le roi et toute sa famille doivent partir en exil. Ils se dirigent vers Cherbourg où ils embarquent le 16 août pour l'Angleterre à bord d'un navire anglais dans un silence absolument glacial. Et là aussi, on retrouve la mer comme dernière issue de l'abdication, qui est la fin de la déchéance politique, le début d'une nouvelle vie d'exil. Et le départ de Charles X a quelque chose d'assez poignant que l'on retrouve dans l'iconographie, puisque c'est véritablement toute l'ancienne monarchie, tous les souvenirs millénaires des Bourbons et des Capétiens qui prennent congé de la France. Et c'est un départ qui suscite vraiment des tableaux assez touchants, des gravures, des peintures, notamment de tous les artistes et tous les partisans légitimistes. Alors Charles X part en exil à Édimbourg, d'où ici cette gravure du duc de Bordeaux, Henri V en kilt. Après cela, Charles X ira en exil à Prague. Il va ruminer lui aussi sa défaite pendant ces dernières années et jusqu'à sa mort en 1836, il rêve d'être rappelé par ses anciens sujets qui en réalité l'oublient très vite et qui oublient également très vite le petit Henri V dont l'exil ne fait rêver que quelques rares partisans, dont bien entendu Chateaubriand, dont on lit les pages bouleversantes dans les Mémoires d'outre-tombe, mais en réalité les partisans sincères de la branche aînée des Bourbons sont assez rares. La plupart des Français sont plutôt indifférents à l'identité du chef de l'État et même du point de vue des partisans de Louis-Philippe, en tentant de confisquer le pouvoir par un coup d'État légal à son profit, Charles X a simplement frappé la branche aînée des Bourbons d'illégitimité. Il a fait abdiquer toute la branche aînée. Les Français ont eu raison de se révolter contre lui. L'abdication de Charles X n'était même pas vraiment nécessaire et en réalité, les Orléans, comme branche cadette, sont appelés à régner à leur tour et sont de fait devenus la branche aînée. Donc c'est un peu
un calcul, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est un raisonnement que l'on retrouve chez les partisans des Orléans. Alors donc, Louis-Philippe est appelé au trône, ou il a été appelé au trône le 9 août 1830, il est roi des Français, il jure fidélité à une charte qui a été légèrement révisée, où les pouvoirs du roi sont théoriquement réduits, et où le gouvernement est responsable, cette fois-ci, devant les chambres. En somme, il tente d'inventer une nouvelle forme de monarchie, on a qualifié ça de monarchie bourgeoise, parce qu'en réalité, elle doit empêcher toute tentative de retour à l'Ancien Régime. Mais on sait, Louis-Philippe a surtout accepté la couronne par ambition, conviction de pouvoir faire mieux que Charles X, qu'il considérait comme un médiocre, et même s'il est considéré comme un roi révolutionnaire par toute l'Europe, porté au pouvoir par les barricades, en réalité, on l'oublie souvent, mais Louis-Philippe est un prince de sang royal, il est très imbu de son rang, il est né sous Louis XV, il a été élevé à Versailles, et le paradoxe de la monarchie de Juillet, qui va durer quand même 18 ans, c'est de voir cohabiter un régime qui est essentiellement libéral avec un chef de l'État qui est né sous l'Ancien Régime et qui est forcé en réalité de jouer les rois bourgeois, proche de ses sujets et incapable de vivre sans étiquette, alors qu'en réalité Louis-Philippe adore l'étiquette. Alors là aussi, sans vous parler trop longtemps de la monarchie de Juillet, on a fait beaucoup grief à Louis-Philippe de l'immobilisme dans lequel sa monarchie semble engoncée, qui va contribuer à augmenter l'impopularité de son régime. On commence très tôt à comparer Louis-Philippe à son cousin Charles X, et pire encore, on finit quelques années plus tard par comparer Louis-Philippe vieillissant à Louis XIV, extrêmement autoritaire. Alors il y en a de plus en plus au fil des années qui accusent Louis-Philippe de chercher à revenir à l'Ancien Régime, à une forme de monarchie absolue. Louis-Philippe n'a jamais sincèrement accepté d'abdiquer le pouvoir exécutif et il rejette très vite la maxime qu'il a portée au trône, qui est la maxime de Thiers, le roi règne mais ne gouverne pas, au profit de l'autre maxime, celle de son ministre Guizot, le trône n'est pas une chaise vide. Alors il est de plus en plus jaloux de son autorité, face à des ministres qui cèdent le plus souvent sans discuter à ses moindres volontés. Effectivement, il semble ramener, au fil des années, ramener la France vers une forme de gouvernement personnel qui renvoie un peu le parlementarisme au rang d'illusion. Et en plus, le roi est passionné de politique étrangère. Il laisse son ministre Guizot mener la modernisation du pays à marche forcée, ce qui fait bondir la dette, ce qui inquiète les notables, qui inquiète notamment les rentiers, qui sont les principaux soutiens du régime. Et au bout de quelques années, finalement, même la garde nationale, une milice bourgeoise qui a été un des piliers du trône depuis 1830, semble tourner peu à peu le dos au roi. Et en réalité, quand on regarde le contexte, les contemporains le sentent bien, dès fin 1847, début 1848, tout est prêt pour une nouvelle révolution. Et depuis quelques semaines, l'opposition républicaine organise en France des banquets qui rassemblent des milliers d'opposants et un immense banquet est prévu à Paris en février, mais va finalement être interdit au dernier moment par le gouvernement. Alors, après une nuit d'émeute le matin du 24 février, Louis-Philippe se rend compte, il est vraiment pris par surprise, il se rend compte que les Tuileries sont encerclées et il est contraint d'abdiquer en quelques minutes. Il doit fuir les Tuileries qui vont être mises au pillage dans la foulée, comme on le lit par exemple dans l'Éducation sentimentale de Flaubert. Et en partant, il laisse sa belle-fille, la duchesse d'Orléans, qui est la mère de son héritier, le petit comte de Paris, et il la laisse se débrouiller toute seule et tenter de proclamer la régence devant les députés au Palais Bourbon. Elle ne parvient pas à se faire entendre et sous la pression populaire, les députés décident de proclamer la République à l'Hôtel de Ville. Et donc, Louis-Philippe abdique. Alors, je vous ai mis ici en illustration, vous arriverez peut-être à lire, un des récits de sa propre abdication rédigé par Louis-Philippe, qui est un des rares souverains à avoir écrit. Qu'est-ce que ça fait d'abdiquer? Avoir écrit une centaine de pages sur le récit de son abdication et de sa fuite, et il donne son opinion sur l'écroulement de son régime. Ça vaut ce que ça vaut, mais je vous le lis. Il n'est que trop incontestable que l'abdication du roi a fait disparaître à l'instant même la digue qui comprimait depuis plus de 17 ans le torrent révolutionnaire, et que Louis-Philippe était à peine sorti de l'enceinte de Paris, que déjà le trône et nos institutions avaient disparu avec lui. Donc, on va dire, après moi le déluge, il est prêt, il décide, dès qu'il a abdiqué, de quitter la France, il ne veut plus entendre parler de rien, il se considère comme à la retraite, les Français ne veulent plus de lui, qu'il se débrouille. Alors il s'agit vraiment d'un document passionnant, aucun autre souverain n'a laissé de témoignage sur ce qu'il a pensé au moment d'abandonner le pouvoir, et on voit qu'il est assez déçu. Donc, sitôt son abdication signée, Louis-Philippe et son épouse, la reine Marie-Amélie, qui ne sont pas tout jeunes,
doivent prendre la fuite de manière assez piteuse. Ils passent par Saint-Cloud, Trianon, Dreux, donc ce sont des résidences royales. Ils vont à Évreux, ils se cachent quelques jours à Honfleur, ils craignent toujours de se faire arrêter. Et finalement, ce sont vraiment deux fugitifs déguisés en bons bourgeois. Louis-Philippe a dû raser ses favoris pour pas qu'on le reconnaisse. Les deux fugitifs arrivent finalement à s'embarquer pour le Havre. Et de là, ils traversent la Manche à bord du paquebot l'Express, comme simple passager. Vous voyez, Napoléon et Charles X avaient encore des navires affrétés spécialement pour eux. Là, ils sont vraiment des simples passagers qui ont réussi à s'embarquer avec un faux passeport à l'aide du consul d'Angleterre. Alors, ils débarquent le 2 mars, vraiment sans gloire et très piteusement en Angleterre, et s'installent dans un château propriété du roi des Belges, le château de Clermont, où Louis-Philippe rassemble autour de lui une petite cour de partisans, une cour assez mélancolique, même s'il espère au fond lui aussi être un jour rappelé par les Français. Et donc c'est à nouveau une abdication très maritime, quand même, Honfleur, Le Havre, et il y a toute une floraison de caricatures qui évoquent cette errance du roi de port en port durant plusieurs jours où il cherche désespérément un navire pour s'embarquer, donc une iconographie assez restreinte, mais on a ici cette caricature, par exemple, où le roi et Guizot sont représentés sous forme d'huîtres qui attendent la marée pour pouvoir fuir la France en profitant des vagues. Alors, à la suite de cette abdication de Louis-Philippe, comme en 1792 et 1830, donc les Tuileries sont mises au pillage. On a des témoignages assez terribles sur la mise au pillage des Tuileries, la façon dont les berlines de voyage de Louis-Philippe vont être incendiées avec des soldats et des employés des écuries cachés à l'intérieur. On sait que le palais va servir d'hôpital militaire durant plusieurs mois, d'état-major à la garde nationale de Paris. C'est une façon pour la Nouvelle République de montrer que l'on veut faire table rase du passé et de prendre possession du lieu du pouvoir royal. Alors c'est à ce moment-là, au tout début de la Seconde République, que Louis-Napoléon Bonaparte fait son apparition. Alors il va être très facilement élu président à la fin de l'année, et le nouveau chef de l'État ne tarde pas à montrer sa volonté très nette de reconquérir le trône. La présidence n'est pour lui qu'une sorte de marchepied, et 3 ans après son élection, après avoir consolidé son pouvoir, balayé l'Assemblée avec le coup d'État du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte va se faire plébisciter président à vie, et ensuite, un an plus tard, en 1852, l'Empire va être rétabli. Et dès cette époque, on a quelques adversaires du nouvel empereur qui vont appeler à sa renonciation en invoquant sa nullité politique, à l'instar par exemple de Proudhon, qui écrit plusieurs textes assez éloquents et assez véhéments sur l'abdication de Napoléon III. On a des appels à l'abdication formulés par des opposants au régime pour incompétence, pour corruption, qui reparaissent régulièrement jusqu'en 1870, et cela malgré la stabilité politique et la prospérité économique du Second Empire. Mais en réalité, plus il vieillit, plus Napoléon III semble s'accrocher à son trône, alors qu'au même moment, dans toute l'Europe, les rois et empereurs sont de plus en plus souvent déchus de leur couronne. Alors, un petit exemple, c'est assez intéressant, dans ce numéro du journal Le Charivari, qui est un journal satirique, donc ici un numéro de 1865, il y a un article sur les abdications qui est très long, qui récapitule toutes les abdications qui ont lieu récemment en Europe et qui vante la vie des anciens souverains déchus qui sont tranquilles, libres de couler des jours heureux, libérés des soucis du pouvoir. Alors il cite par exemple le roi Louis Ier de Bavière qui s'est installé à Nice, l'empereur déchu Ferdinand Ier d'Autriche qui s'est installé à Prague, l'ex-prince souverain Alexandre de Serbie qui a abdiqué en 1858, Othon Ier de Grèce, déchu en 1862 et retiré en Bavière, la reine Marie-Christine d'Espagne qui s'est installée sur la côte normande dans une petite villa près du Havre. Et enfin, le journaliste évoque l'unification de l'Italie qui découronne plusieurs souverains. L'ancien duc Charles II de Parme, qui abdique en 1849, avant de s'installer lui aussi sur la côte d'Azur. Le dernier grand-duc de Toscane, Léopold II, qui est chassé du pouvoir en 1859, qui s'est installé en Bohême. Le duc François V de Modène, qui s'est reclus dans un luxueux palais à Vienne. Et finalement, le seul ronchon qui ne se contente pas de son exil doré, c'est François II, dernier roi de Naples, qui s'est installé à Rome et qui maintient autour de lui un gouvernement d'exil absolument dérisoire.
Alors, ce sont quelques exemples, et le journaliste, puisqu'il s'agit d'un journal satirique, suppose que d'autres monarques vont peut-être bientôt suivre cet exemple, peut-être Léopold Ier en Belgique, qui commence à se faire un peu vieux, Isabelle II en Espagne, Victor Emmanuel en Italie, Victoria en Angleterre ou Guillaume Ier en Prusse. Peut-être finalement que tous ces souverains, eux aussi, voudraient se reposer un petit peu. Et ce que nous dit cet article en définitive, c'est que plus le temps passe, plus les monarchies perdent de leur charge mystique. Louis XIV avait autrefois dit que la royauté était un métier, c'est bien le cas, c'est devenu un métier. Et dans un monde où les souverains ne sont plus au fond que les premiers fonctionnaires qui défendent les intérêts d'une nation et non plus les intérêts d'une dynastie, abdiquer équivaut de plus en plus à faire valoir ses droits à la retraite. Et les renonciations au trône ne sont plus forcément motivées par des crises politiques ou des conflits, mais de plus en plus souvent par un besoin absolument irrépressible de fuir la pression du pouvoir. Et en corollaire, la solidarité entre souverains permet à tous les déchus de trouver asile auprès de leurs confrères un peu plus chanceux, et Paris, la côte normande, la Riviera deviennent des lieux privilégiés pour les rois en exil, comme si, là aussi, puisqu'on est dans le thème de la mer, comme si finalement l'air marin est peut-être meilleur pour l'amertume et le moral des vaincus, à moins peut-être que ça soit toujours la proximité d'un port qui permette de fuir à tout moment qui leur plaît, je ne sais pas trop. Alors parallèlement, ces abdications du XIXe siècle, très concrètes pour les contemporains, plus les abdications se modernisent, plus l'historiographie, en retour, exalte les grandes renonciations du passé. Celle de Charles Quint notamment, qui a inspiré de nombreux peintres de l'école romantique. Certains historiens comme Mignet ont également beaucoup écrit sur l'abdication de Charles Quint, tandis que l'abdication de Napoléon, là aussi grande renonciation, est décrite par Thiers dans sa monumentale histoire du consulat et de l'Empire, pour laquelle il a interrogé un à un tous les témoins disponibles à son époque. Alors, donc on a ces exemples d'abdication contemporaine, l'exaltation des abdications passées, et on a le cas de Napoléon III, puisque la question d'une abdication de Napoléon III va se poser assez rapidement sous le Second Empire, car sa santé décline après 1860 en raison d'une grave maladie de la vessie. Il en souffre beaucoup, il n'est plus en état d'assister à toutes les fêtes de cour, bientôt il n'est même plus en état d'assister au Conseil des ministres, et de plus en plus souvent, son épouse, l'impératrice Eugénie, doit le remplacer. Alors elle a exercé la régence plusieurs fois en l'absence de son mari, ce qui lui permet de s'entraîner un petit peu. Et le très jeune âge de l'héritier du trône, donc le prince impérial qui est né en 1856, laisse présager une régence beaucoup plus longue en cas de mort prématurée de Napoléon III. Et vraiment, Napoléon III va très mal. En 1866, Eugénie essaye une première fois de convaincre son mari d'abdiquer pour se reposer en lui laissant assumer le pouvoir. Mais à cette époque, semble-t-il, Napoléon III est frappé par le courage de Maximilien du Mexique et de son épouse, l'impératrice Charlotte, donc ces empereurs de cet empire un petit peu étrange suscité par Napoléon III au Mexique, mais tous deux refusent de renoncer à leur trône, ce qui amène à la capture et à l'exécution de Maximilien du Mexique, qui est fusillé en 1867. Et cet exemple d'empereur qui préfère se faire fusiller que de renoncer à son trône, je pense, galvanise un petit peu Napoléon III, qui renonce à abdiquer à ce moment-là. Donc c'est un exemple. Autre exemple, celui de la reine Isabelle II d'Espagne, qui est chassée du pouvoir en 1866 à la suite d'une révolution libérale à Madrid, mais qui, elle aussi, certes, a été exilée, mais refuse obstinément d'abdiquer. Alors, là aussi, Napoléon III aurait peut-être pu être tenté d'abdiquer en raison de l'usure progressive du pouvoir qui commence à se faire sentir dans les années 1860. Il gouverne de manière quasiment absolue depuis 1851, mais face au mécontentement croissant, à la lassitude des Français, il accepte dans les années 1860, on le sait, de libéraliser un petit peu son empire, donc libération de la presse, critique de plus en plus acerbe de son régime, et finalement en 1869, quand le Parti libéral remporte les élections et qu'Émile Ollivier devient chef du gouvernement, le Second Empire change de nature et devient une monarchie constitutionnelle un petit peu comme les autres, ce qui explique que de nombreux articles parlent d'ores et déjà de l'abdication de Napoléon III, qui a renoncé de fait aux 3/4 de son autorité. Et Napoléon III entend refermer cette séquence autoritaire ouverte par le coup d'État de 1851 et léguer à son fils Napoléon IV une monarchie parlementaire rénovée
et stable. Et à ce moment, semble-t-il, en 1869, Napoléon III envisage d'essayer de tenir le coup jusqu'en 1874 et de n'abdiquer qu'à ce moment-là, car à ce moment-là, son fils aura 18 ans, il sera en âge de régner, et ça a la possibilité, ça a l'avantage d'écarter la régence de l'impératrice Eugénie, et cela lui permet également de continuer à former son héritier le plus longtemps possible. Finalement, en 1869, début 1870, l'avenir du régime semble assuré, comme le montre la victoire du oui au référendum organisé par Napoléon III en mai 1870, qui porte sur la poursuite ou non de ces réformes. Mais quelques semaines plus tard, Napoléon III va se laisser entraîner dans une guerre contre la Prusse. Et en juin 1870, au moment où Napoléon III se prépare à partir à la guerre contre la Prusse, on voit qu'il n'est pas du tout en état, Eugénie lui propose une nouvelle fois d'abdiquer afin de pouvoir prendre rapidement le pouvoir pour pouvoir diriger pendant la nouvelle guerre qui s'annonce comme assez compliquée. Donc finalement, Napoléon III refuse d'abdiquer en juin 1870. Il va quitter Saint-Cloud le 28 juin au matin. Il part avec son héritier à la guerre. Et pourquoi part-il à la guerre alors qu'il n'est pas en état physiquement? Eh bien, il le dit lui-même, pour un Bonaparte, se défiler à la veille d'une campagne, cela équivaudrait à une abdication. Et le 6 août, après l'annonce de la nouvelle défaite de Wissembourg, au moment où Paris est déclaré en état de siège, Eugénie, qui est théoriquement régente, va s'installer à Paris. Elle va nommer un ministère de crise avec le général Cousin-Montauban à sa tête. Et le 9 août, au Palais Bourbon, le comte de Khératry, qui est un député libéral, est un des premiers à oser parler de l'abdication de l'empereur. Et à ce moment-là, la proposition éveille encore l'indignation de tous ses collègues. Alors, pour Napoléon III est incapable d'assurer la direction des opérations, il se résigne à abandonner le commandement en chef de l'armée à Bazaine le 12 août, et ses attributions politiques ayant déjà été transférées au Conseil de Régence, il vient de renoncer au commandement militaire, et dans les faits, il n'a absolument plus aucune autorité, il ne sert plus à rien, et on parle à ce moment, on le surnomme l'empereur bagage, façon cruelle d'expliquer qu'il ne sert plus à rien, qu'il est traîné à la suite de l'armée avec tous ses domestiques et ses bagages, et qu'il est complètement inutile. Alors, le 1er septembre 1870 a lieu la bataille de Sedan, où 120 000 soldats français sont écrasés par 200 000 Prussiens. Napoléon III fait hisser le drapeau blanc, il se constitue prisonnier, et le 3 septembre, la nouvelle parvient à Paris, portée par une dépêche de l'agence Havas, confirmée ensuite par une lettre de l'empereur qui annonce sa capture à son épouse. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à lire, c'est un petit peu petit, je suis désolé. Que dit-il? Je crois que Napoléon III écrit à Eugénie après sa capture: je crois que ma carrière est brisée, que mon nom a perdu son éclat, je suis au désespoir. Alors, dans la nuit qui suit, dans la nuit du 3 au 4, les députés au Palais Bourbon débattent de la possibilité de proclamer la déchéance de l'empereur, de mettre en place un gouvernement provisoire. Et le 4 septembre 1870 au matin, au cours du tout dernier Conseil des ministres, pour la première fois dans l'histoire de France, il est question d'une abdication féminine. Pour la première fois, on propose à l'impératrice d'abdiquer, mais elle refuse. Cela lui semble absurde. Elle n'est que la dépositaire du pouvoir, elle n'est pas la souveraine légitime. Elle ne détient ce pouvoir souverain que par délégation. Seul son mari peut abdiquer, ça n'est pas son rôle. Et en plus, elle refuse formellement d'abdiquer parce que abdiquer, ce serait condamner les chances de son fils à monter sur le trône. Mais finalement, vers 15h, le 4 septembre, une masse de Parisiens va envahir le Palais Bourbon en réclamant la déchéance de Napoléon III. Et finalement, la République va être proclamée à l'Hôtel de Ville. Et comme autrefois Louis-Philippe et Marie-Amélie, Eugénie doit fuir en quelques instants, en quelques minutes, les Tuileries, en fiacre. Elle se réfugie chez son dentiste, qui est un Américain, le docteur Evans, qui l'aide à fuir la capitale incognito, et elle embarque tant bien que mal à Deauville, quelques jours plus tard, sur un yacht appartenant à un touriste anglais qui s'appelle la Gazelle, et bien entendu, elle se réfugie à Londres après avoir essuyé une terrible tempête. Alors, je n'ai pas trouvé d'image représentant la Gazelle ou l'embarquement d'Eugénie, mais j'ai ici, comme illustration, une très jolie peinture représentant Eugénie sur la plage de Trouville quelques années plus tôt. C'est une façon de conclure cette litanie de déchéances maritimes. Donc, en résumé, en 1830, l'abdication avait encore un sens, l'abdication de Charles X. Celle de 1848 était en réalité inutile parce que il n'y avait plus aucune chance de proclamer l'avènement de l'héritier de Louis-Philippe, et l'abdication de 1870 n'a même pas lieu. Elle est une évidence pour tout le monde, avant même d'avoir été formellement exigée. L'Empire n'existe déjà plus au matin du 4 septembre.
Contrairement à une croyance fermement répandue, à une erreur que l'on retrouve parfois dans les livres d'histoire, en réalité, Napoléon III n'a jamais abdiqué. Napoléon III reste plusieurs mois détenu en Allemagne. Il gagne à son tour l'Angleterre en janvier 1871 et jusqu'à la fin de sa vie, il refuse d'abdiquer. Il en est question dans ses lettres à Eugénie, mais comme il ne désespère pas de pouvoir signer un traité avec la Prusse, il refuse d'abdiquer. Napoléon III conseille même dans une lettre, c'est assez intéressant, il conseille à son épouse Eugénie de relire des passages de l'histoire du consulat et de l'Empire de Thiers sur l'abdication de Napoléon en 1814, en considérant que l'histoire se répétait et qu'il pourrait tirer des enseignements de ce qui était arrivé à son oncle. Et finalement, en un très lointain écho du sort de Jacques II d'Angleterre en 1689, ce que je vous disais en introduction, et surtout un peu comme un rappel du changement de nature du Second Empire qui avait fini par devenir une monarchie parlementaire, en réalité, Napoléon III va être abdiqué sans son consentement le 1er mars 1871, quelques jours avant le début de la Commune, au moment où la nouvelle Assemblée nationale qui s'est installée à Bordeaux va voter à l'unanimité, moins 4 voix, la déchéance de Napoléon III et donc enterrer définitivement le Second Empire. Alors donc Napoléon III n'a pas abdiqué, il a été abdiqué. Et nul ne saura jamais, je me suis posé la question, si au fond de lui, Napoléon III n'a pas refusé d'abdiquer en réalité peut-être en raison du caractère très personnel de son régime, qu'il avait plutôt façonné à son image, selon ses propres vues patiemment depuis 1848, et peut-être qu'il avait toujours considéré que le Second Empire disparaîtrait avec lui à sa mort, quoi qu'il puisse tenter pour l'empêcher, que finalement la République était peut-être inéluctable, peut-être que son refus d'abdiquer dans les dernières années de son règne vient de là. En tout cas, Napoléon III s'est peut-être aussi souvenu du souvenir de Napoléon, de Charles X, de Louis-Philippe, en tirant cette leçon du pouvoir finissant, qui est qu'aucune abdication n'a jamais sauvé une monarchie chassée hors de France. Alors, bon, pour conclure, je pourrais peut-être évoquer la mort en exil de Napoléon III en juin 1871, le décès tragique du prince impérial en 1879, mais il me semble plus intéressant d'évoquer en conclusion le devenir de cette idée monarchique après le XIXe siècle. Sous la Troisième République, Paris va continuer à servir de rendez-vous aux monarques déchus. On retrouve en 1879 un roman d'Alphonse Daudet qui s'appelle « Les rois en exil », qui raconte la déchéance d'un roi imaginaire qui s'appelle Christian II d'Illyrie et de Dalmatie, qui conspire pour essayer de retrouver son trône et qui finalement finit par se ruiner en prostituée et entraînant au casino. Donc une histoire assez pitoyable, et ce roi imaginaire côtoie toute une clique de princes déchus qui tous ne font que fréquenter les cocktails parisiens comme des piques-assiettes pour ne pas avoir à payer le restaurant. C'est un livre assez sombre, assez pessimiste, mais en même temps assez drôle. Cependant, à la même époque, la République ne tarde pas à inventer ses propres abdications, avec la démission de Thiers en 1873, celle de MacMahon en 1879, de Jules Grévy en 1887. À chaque fois, le président de la République démissionne, mais l'on parle d'abdication dans les journaux. Donc c'est une idée qui continue à circuler. Au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale va également entraîner la disparition de monarchies récentes ou de dynasties séculaires. Vous connaissez Nicolas II en Russie en 1917, Guillaume II et 22 monarchies fédérées de l'Empire allemand en 1918, l'empereur Charles Ier d'Autriche également en 1918. On peut citer d'autres abdications au fil des années. Zog Ier d'Albanie en 1939, Pierre II de Yougoslavie et Siméon II de Bulgarie en 1945, Victor Emmanuel III d'Italie en 1947, Michel Ier en Roumanie également en 1947. Alors là, les temps ont changé et en général, les monarques déchus prennent plutôt le train ou l'avion que le bateau. Ça, c'est une innovation du XXe siècle. Et après ces renonciations qui sont encore dans la lignée de celles du XIXe siècle, donc entraînées par des coups d'État, des révolutions, des défaites militaires, on en revient ensuite à un autre modèle un peu plus peut-être apaisé. On pourrait peut-être parler d'abdication de convenance. La plus célèbre, c'est celle d'Édouard VIII en 1936, qui est une abdication par amour. J'ai parlé tout à l'heure de Dioclétien et de Charles Quint, qui étaient lassés de la grandeur du pouvoir, qui étaient trop âgés, fatigués. Et ce modèle apaisé semble peut-être prendre le dessus.
Alors je vous donne quelques exemples qui vous rappelleront sans doute des souvenirs. L'abdication de la reine Juliana des Pays-Bas en 1980, du grand-duc Jean de Luxembourg en 2000, de Norodom Sihanouk en 2004, Benoît XVI en 2013, Albert II de Belgique et Juan Carlos d'Espagne en 2014, Akihito du Japon en 2019. Donc ce sont quelques exemples qui montrent, je pense, que l'abdication est toujours un phénomène d'actualité, que considérer sur le long terme, cette histoire des abdications se confond peut-être avec celle de la souveraineté. Autrefois, les monarques mouraient sur leur trône, ou alors ils abdiquaient librement. Le 19e siècle, qui était fort du souvenir de la grande Révolution française, a appris que l'on pouvait renverser les monarques ou les contraindre à abdiquer. Et à présent, au XXe et encore plus au XXIe siècle, alors que les rois ne sont plus sacrés, qu'ils ne gouvernent plus, tout simplement, comme tout le monde, ils peuvent prendre leur retraite. Et cet exemple des trônes brisés du siècle des révolutions nous rappelle cependant qu'aucun pouvoir n'est réellement à l'abri d'un déclin rapide, suivi d'une chute brutale, qu'il s'agisse au fond d'une monarchie ou d'une république. Et pour conclure sur une autre note peut-être un peu moins grave, je rappelle enfin que les abdications sont un fait politique, mais c'est également un phénomène culturel qui inspire les artistes, les écrivains ou encore le cinéma. Je vous ai montré quelques œuvres dans mon PowerPoint. Et précisément, dans nos imaginaires modernes, l'abdication est toujours envisagée comme quelque chose de tragique, à rebours donc des abdications de notre époque qui sont beaucoup plus apaisées. Donc c'est quelque chose de tragique et c'est toujours très bon, je pense, pour un historien de s'interroger sur son propre rapport à son sujet, sur les représentations, sur les idées préconçues que l'on peut avoir. Alors, en commençant à écrire mon livre, je me suis demandé quelles sont les abdications, qu'est-ce que je pense qui me viennent à l'esprit. Eh bien, j'ai pensé au sceptre d'Ottokar. On parle d'abdication dans Tintin. J'ai pensé à Dune, où l'empereur Paul Atreides abdique dans le roman de science-fiction. Je pense que tout le monde a vu la scène d'abdication d'Édouard VIII dans The Crown sur Netflix. Et puisque l'on parle de la mer, voilà, l'abdication qui m'avait marqué enfant est celle du roi Triton, qui est forcé d'abdiquer par la méchante sorcière Ursula dans La Petite Sirène. Et je termine sur ce dernier clin d'œil à la mer, et ce dernier lien entre la mer et les abdications. Je vous remercie.